Bonjour Monsieur le député, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez, nous vivons un moment un peu compliqué sur les questions d'énergie, crise, des prix extrêmement élevés, des interrogations sur les risques de blackout électrique, une intervention du gouvernement contestée pour réduire les prix de l'électricité, le prix du baril au plus haut, une politique européenne qui ajoute évidemment la pénalité carbone, et puis un énorme programme européen qui s'appelle Fit for 55, sur lequel nous avons des observations, donc on pourra en parler après. Et donc un moment compliqué, et en même temps nous sommes engagés dans une transition qui en principe doit combattre les effets du changement climatique pour la France, pour l'Europe, pas pour le monde. On en discutait aussi, nous sortons d'une négociation à Glasgow. Et donc nous sommes extrêmement intéressés, monsieur le député, de savoir ce que Marine Le Pen, puisque c'est la candidate que vous représentez, va proposer ou proposerait si elle était élue pour la France et pour l'Europe. Donc je vous donne d'abord la parole, puis ensuite on pourra discuter. Je suis très sensible à l'attention que vous portez évidemment au projet que nous défendons autour de Marine Le Pen sur les questions d'énergie. Je voudrais dire en préambule et sans aucune flagornerie que j'ai toujours apprécié chez vous, chez Weiss Lalonde, un grand pragmatisme, une absence de prisme idéologique dans l'approche de l'écologie. Ce qui est, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas de tous ceux qui se réclament de l'écologie en politique. Et je pense d'ailleurs, on aura l'occasion sans doute d'y revenir tout à l'heure, que ceux qui se revendiquent de la pensée écologique dans le champ politique et électoral, souvent défendent avant tout une vision idéologique, ce qui est très respectable, c'est la confrontation des idées, mais souvent assez à l'opposé des vrais enjeux écologiques. Et je le dis sans esprit de polémique, mais puisque nous sommes dans une campagne électorale, on peut quand même dire les choses. Je pense en particulier que l'obsession antinucléaire qui a caractérisé une partie des écologistes, des écologistes en politique, eh bien, nous a sans doute fait prendre des mauvais chemins et a incité à des choix politiques pourtant majeurs, qui n'étaient pas forcément les bons. Je pense qu'il n'est pas forcément trop tard, mais je pense qu'on a pris beaucoup de retard et il y a eu beaucoup d'écueils dans ce domaine. Je précise en préambule que je ne suis pas moi un spécialiste des questions d'énergie. Je suis plutôt un généraliste. J'ai eu l'occasion, dans mon premier mandat de député européen, de siéger à la commission que vous connaissez sans doute, la commission ITRE, en langage barbare, qui est Industrie, Énergie et Recherche. Et par ailleurs, étant élu de la Normandie, comme vous l'avez souligné, c'est une région qui est un peu une région phare, qui peut même être une région leader en France en matière d'énergie, parce qu'elle a 3 sites électronucléaires majeurs, le seul actuellement en cours de construction d'EPR à Flamanville, vous le savez, qui est le site de retraitement des combustibles irradiés à La Hague, et la région de Normandie peut être un peu moteur en raison de sa façade maritime de 600 km. Elle peut être en première ligne d'un certain nombre de nouvelles énergies, notamment les énergies marines. Donc j'ai eu l'occasion de m'intéresser à ces questions d'énergie, mais je ne prétends pas parler en spécialiste du tout. Et en revanche, je suis évidemment très intéressé à vos propos, vos préoccupations et vos propositions, à vous qui êtes des spécialistes. Alors d'abord, très rapidement, je pense que aujourd'hui, tout le monde a conscience que derrière la préoccupation climatique, il y a évidemment un enjeu majeur en matière d'énergie. Ça a échappé à personne. Je ne veux pas rentrer dans le débat de savoir quel est l'impact de l'activité humaine sur ces modifications climatiques. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les modifications climatiques sont majeures. Elles amènent des bouleversements qui sont sans doute considérables, dont nous n'avons vu pour l'instant qu'une petite partie. Il est très probable, mais je laisse le débat aux spécialistes, que l'activité humaine joue un rôle déterminant, ou en tout cas un rôle significatif dans ces bouleversements climatiques, même si évidemment la mesure exacte est assez difficile à apprécier. Il est certain que nous devons donc, dans l'action publique et dans les grands choix que nous faisons, avoir cette préoccupation climatique.
essayer de respecter la nature, tout simplement. Finalement, c'est revenir un peu au cœur de ce que doit être aussi l'action publique, c'est-à-dire respecter l'environnement dans lequel nous évoluons, essayer de le transmettre, si possible préserver, si possible embellir, mais en aucun cas abîmer. C'est aussi la mission des hommes et des femmes sur Terre. Il est certain que aujourd'hui, nous ne pouvons pas découpler cette préoccupation climatique très légitime de la préoccupation économique et du pouvoir d'achat, c'est-à-dire en clair, faire en sorte que les grands choix politiques liés à ces considérations écologiques et climatiques eh bien, n'aboutissent pas à une fragilisation totale de notre tissu économique, à un appauvrissement général de la population. Et en particulier, il faut veiller, et c'est un des enjeux d'ailleurs actuellement au Parlement européen, à ne pas imposer des normes extrêmement exigeantes à nos acteurs économiques qui les rendraient encore plus vertueux, alors même que l'Europe est déjà l'espace économique le plus vertueux écologiquement sur la planète, avec l'espoir un peu naïf, un peu candide, que ce modèle serait imité par les autres grandes puissances sur la scène mondiale, alors que pour beaucoup d'entre elles, on peut le déplorer, mais c'est ainsi, c'est la nature humaine, eh bien elles préféreront profiter de normes exigeantes qui aboutissent à des coûts supplémentaires pour nos acteurs économiques, que ce soit nos industriels, que ce soit nos agriculteurs, pour évidemment être des moins-disants environnementaux et générer des profits encore plus élevés. Donc il faut trouver un modèle un modèle authentiquement écologique, bien sûr, mais viable économiquement. Et je pense que on ne peut pas décorréler les deux. Si les idées qu'on défend pour préserver l'environnement et préserver le climat aboutissent à un modèle qui est non viable économiquement, il n'a absolument aucune chance de prospérer, d'autant plus qu'on est quand même dans un système d'économie mondialisée. Là aussi, on peut le regretter. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que être capable de protéger notamment le marché européen ne devrait pas être un tabou. Avec le projet de ressources propres et notamment de taxes carbone aux frontières, on aboutit en pratique, en réalité, à restaurer une forme de protectionnisme qu'on avait aboli pendant des années, quand on a fait les accords du GATT, quand on a mis en œuvre les différentes étapes vers un marché mondial, parce que c'était un peu la culture qui dominait les pouvoirs publics européens pendant des décennies. Eh bien, on n'a pas mesuré évidemment qu'un jour il faudra évidemment protéger notre marché et que l'abaissement des droits de douane, des quotas, des contingentements au niveau national devait absolument aboutir à les mettre en œuvre à l'échelle continentale. Et aujourd'hui, peut-être tardivement, sans doute de manière encore très imparfaite d'ailleurs, on envisage de mettre en œuvre des protections économiques fondées d'ailleurs sur la préoccupation écologique, ce qui est bien, puisque en clair, ceux qui polluent, ceux qui ne respectent aucune de normes sociales, ni sanitaires, ni environnementales, et qui apportent des produits de manière extrêmement polluante sur le marché européen, eh bien c'est normal qu'ils payent le prix fort et qu'ils ne créent pas une concurrence déloyale avec ceux qui produisent sur le territoire européen. C'est déjà un point très important que vous venez de soulever là, M. le député, parce qu'effectivement, l'Europe au départ, c'était un marché qui se protégeait, et puis il y a eu une tendance à aller vers des échanges totalement libres, un petit peu partout, et des accords internationaux. Donc voilà un point que nous notons. Voilà, on pourrait ajouter d'ailleurs que de mémoire, jusqu'au traité d'Amsterdam en 1997, le principe de la préférence communautaire et donc de la protection du marché européen était plutôt un principe dominant, et que progressivement, et ça a été accéléré ensuite au gré des traités successifs, là aussi on peut le regretter, mais on n'est pas là pour pleurer sur le lait renversé, mais au gré des textes européens successifs, on a progressivement supprimé la notion de protection du marché européen, notamment dans une espèce de course effrénée aux accords de libre-échange. Et il est presque cocasse, même si c'est quand même pas très rassurant, de voir que même en pleine pandémie mondiale, alors que l'économie européenne et mondiale était largement à l'arrêt, eh bien la Commission européenne continuait à négocier et même à signer des accords de libre-échange avec le monde entier. Alors, je reviens à nos questions spécifiques d'énergie. Aujourd'hui, cette préoccupation de la viabilité économique, ça doit nous conduire à une réflexion, que ce soit pour la France et pour l'Europe, comment produire de l'énergie à la fois pas chère et décarbonée, comment approvisionner
de l'énergie autant que possible, pas chère et décarbonée. À l'évidence, je me permets de revenir sur ce point parce qu'il me semble absolument central, il y a un paradoxe assez étonnant. On a aujourd'hui une grille de lecture qui est carbonocentrée. C'est pas une critique quand je dis ça, mais on se focalise essentiellement sur l'émission de gaz à effet de serre et l'émission de CO2 comme le critère principal, pour ne pas dire exclusif, pour analyser la pertinence ou non de telle ou telle source d'énergie, de telle ou telle technologie. Mais c'est amusant de voir que longtemps, ceux qui défendaient l'écologie en politique, ou qui le prétendaient à tout le moins, avec quelques exceptions que j'ai soulignées tout à l'heure, étaient anti-nucléaro-centrés. Ouais. C'est-à-dire que le nucléaire devenait le symbole de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc ce paradoxe est saisissant parce que le nucléaire, qui peut avoir un certain nombre de défauts, hein, mais que je ne pense pas vieillement, a quand même comme vertu principale justement d'être presque totalement décarboné. Si on veut être complet, il n'est pas totalement décarboné puisque la construction des centrales génère, même si c'est très limité compte tenu de la durée de vie ensuite de ces centrales, des émissions de CO2, et pour être tout à fait complet, l'extraction de combustibles, enfin de minerais permettant de faire de l'uranium, et bien ça aussi c'est une activité qui est légèrement carbonée. On peut dire que c'est presque totalement décarboné. Donc dans le mix énergétique, le choix stratégique qui a consisté par De Gaulle et Pompidou à installer la France en leader du nucléaire pour s'assurer une électricité pas chère et de surcroît décarbonée, même si à l'époque ce n'était pas forcément une préoccupation que les pouvoirs publics avaient en tête, eh bien c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui capables d'approvisionner en quantité importante d'électricité. Je note par exemple que la fermeture de Fessenheim, si elle avait été bien organisée, c'est-à-dire qu'on avait été capable de construire dans le même temps des centrales pour remplacer la production électrique de Fessenheim, aurait pu être pertinent, mais le choix de fermer Fessenheim sans remplacement de la production électrique correspondante est un choix qui est une aberration écologique, puisqu'on a une électricité pas chère et décarbonée qui a été remplacée par des productions au moins ponctuelles par centrales à charbon, provenant notamment d'Outre-Rhin. Je rappelle, je sais que vous avez sans doute ça en tête mieux que moi, mais le premier site producteur de CO2, le premier site industriel producteur de CO2 sur le continent européen, c'est la mine de Karbat en Allemagne, qui est une mine d'extraction lignite à ciel ouvert qui permet d'alimenter les centrales à charbon. Voilà. Donc la fermeture de Fessenheim et l'approvisionnement par des centrales à charbon allemandes, c'est à mon avis en tout cas le modèle qu'il faut à tout prix éviter, parce qu'il est le modèle le plus absurde sur le plan écologique et accessoirement plus coûteux aussi. Dans notre vision énergétique, en quelque sorte, dans cette campagne présidentielle, je pense que quand on parle de ces questions-là, bien sûr qu'on est dans la campagne électorale, mais en réalité, il faut se projeter sur des décennies. Parce que les choix, j'évoquais les choix de De Gaulle et de Pompidou sur le nucléaire, qui étaient un bon choix, et qui restent, à mon sens, pertinents, mais sans doute en débattrons-nous, c'était des choix sur des décennies, et aujourd'hui, les choix que nous devons faire, ça doit engager la France et les pays européens à nouveau sur des décennies. Donc il ne s'agit pas de se limiter à la perspective présidentielle, c'est-à-dire à un mandat dont on sait qu'il ne dure que 5 ans et que par conséquent il ne peut nous engager que sur les prémices de ces grands chantiers. Le nucléaire doit rester sans doute au cœur de notre mix énergétique de demain. Et ensuite, si on ne veut pas avoir un affaiblissement de notre activité économique et peut-être à la clé un appauvrissement des populations, eh bien on doit réfléchir à comment mieux produire de l'énergie et comment moins en consommer. Je pense que dans les actions qui peuvent être menées facilement à des coûts raisonnables et dans des délais raisonnables, il y a évidemment la performance énergétique des bâtiments. Je sais que ça figure dans vos différentes propositions. Et je crois qu'il faut accélérer dans ce domaine parce que c'est à la fois un problème écologique de gaspillage de l'énergie, mais c'est aussi et d'émissions de CO2, mais c'est aussi évidemment un problème économique et de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ceux qui ont des logements
les moins, les moins bien isolés et les plus énergivores sont ceux qui souvent n'ont pas les moyens d'avoir des logements mieux isolés et de meilleure qualité, et de surcroît sont ceux qui ont la plus grande difficulté à payer la facture d'énergie en général, sur l'électricité, du gaz, du fioul, etc. Donc il y a une attention particulière à mener là-dessus. Dans les mesures d'urgence, nous défendons l'idée d'un abaissement de la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble des produits énergétiques, parce que ce sont des produits de première nécessité. Tous les produits énergétiques. Là, vous n'avez pas un petit critère, là? Alors, bien sûr qu'il faudrait évidemment faire un encouragement à ceux qui sont décarbonés et les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais aujourd'hui, attention à ne pas prendre des dispositions fiscales, notamment, qui aboutiraient à ce que ceux qui sont déjà les plus fragiles économiquement, ce seraient ceux qui paieraient le plus d'impôts. Donc je pense qu'il vaut mieux accompagner massivement la transition, l'amélioration notamment de la qualité des bâtiments et l'isolation des bâtiments, et par ailleurs, s'agissant des véhicules notamment, l'évolution des véhicules thermiques vers des véhicules électriques, mais sans pénaliser les plus modestes qui, eux, n'ont pas les moyens de se payer, de financer par eux-mêmes ces transitions-là. Monsieur le député, juste pour dire que dans les maisons, vous avez à la fois l'isolation, mais vous avez aussi la source d'énergie, c'est-à-dire que les chaudières au fioul maintenant seront bientôt interdites. Donc en fait, ce que vous dites et votre souci des populations modestes est parfaitement légitime, mais on peut les aider aussi à changer de combustible. C'est vrai. Oui, absolument, mais je pense qu'il est infiniment préférable, pour pousser la réflexion jusqu'au bout, de les aider, de financer massivement, de subventionner des changements de combustible, plutôt que de pénaliser fiscalement ceux qui n'ont pas les moyens précisément de changer, mais qui n'aspireraient qu'à le faire. Voilà. Et puis derrière, sur les véhicules, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais on voit bien que le véhicule électrique à batterie est un modèle transitoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, mais je m'explique. Quand je dis qu'il est transitoire, c'est-à-dire qu'il nous place dans une situation de dépendance forte des terres rares, notamment à l'égard de l'Asie. Et on voit bien que toute la difficulté de l'électricité, vous le savez mieux que moi, c'est la question du stockage, et que par conséquent, avoir des véhicules à batterie au lithium, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment une technologie d'avenir. En réalité, alors, je sais bien, en disant ça, que mon propos mérite d'être nuancé, parce qu'il y a aujourd'hui des perspectives d'amélioration de la technologie des batteries, avec des choses intéressantes qui nous rendraient moins dépendants, si j'ai bien compris, notamment des terres rares, oui. Mais sans doute que le vrai saut technologique, ce serait la capacité à avoir des véhicules à l'hydrogène. Les terres rares, dans les batteries, c'est pas tellement le problème des batteries, c'est le problème plutôt des éoliennes ou autres. Le lithium, il y en a quand même pas mal, donc je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous sur ça. Je crois que les batteries sont un domaine où il y a un extraordinaire effort de recherche partout dans le monde. Il y a un effort européen, alors notamment pour que les batteries, on n'ait pas à les acheter en Asie, et donc qu'on soit indépendant. Donc peut-être que sur les batteries, nous pourrions en effet nuancer vos propos, mais en revanche, si vous dites que c'est transitoire, c'est quoi alors le but? Où est-ce qu'on va? Vers quoi va-t-on sans doute que le saut technologique, ce serait l'hydrogène. Mais j'ai bien conscience que c'est une technologie compliquée à maîtriser, que ce sont des filières entières à structurer. Il y a aujourd'hui des projets, je crois, c'est intéressant. Moi, encore une fois, je ne parle pas en spécialiste, mais je pense qu'il y a un saut technologique beaucoup plus significatif qui permettrait sans doute d'avoir plus de souplesse avec peut-être une technologie à la clé moins chère. Mais je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'avoir notamment un géant européen de la batterie, et c'est très heureux. Mais s'agissant du lithium, notamment, ça nous place quand même en situation de dépendance à l'égard d'autres pays. Donc il y a ces difficultés. En revanche, sur les éoliennes, alors là, je vous avoue que je suis un peu intarissable sur le sujet. Je pense que quand je disais tout à l'heure que le grand écueil des écolos en politique, et notamment des Verts, ça a été de faire la guerre au nucléaire, mais le deuxième grand écueil, ça a été de faire la promotion inconsidérée des éoliennes. Je l'ai dit tout à l'heure, élu en Normandie. Nous avons un territoire magnifique, comme beaucoup de régions françaises et comme beaucoup de régions d'ailleurs européennes ou même dans le monde. Voir nos paysages totalement défigurés par ces éoliennes est une aberration à la fois écologique et économique. Je suis ébahi de voir que ceux qui
qui hurle toute la journée, parfois légitimement, sur l'artificialisation des sols et qui évoque cette question-là à chaque fois qu'il y a des inondations, ce qui est d'ailleurs tout à fait recevable comme argument, ne s'émeuvent pas de voir chaque pylône d'éoliennes avoir 700 ou 800 tonnes de béton injecté dans le sol, et s'agissant des éoliennes offshore, 5000 tonnes, je crois, par socle. Et pour une énergie qui est intermittente, avec des conséquences visuelles qui n'ont échappé à personne, mais sans doute aussi d'autres conséquences sur la santé. Je sais qu'il y a eu des études intéressantes, j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment des associations qui combattent l'implantation d'éoliennes en Normandie, notamment dans l'Orne, où il y a des études assez pointues qui établissent, semble-t-il, des conséquences sur la santé des animaux, du bétail notamment, puisqu'on a beaucoup de vaches en Normandie. Et s'il y a des conséquences néfastes sur la santé des animaux, il y a un risque évidemment significatif que les autres mammifères soient touchés, et en particulier les êtres humains. Donc c'est important ce point-là, parce que nous avons à notre disposition un certain nombre de scénarios. Ça a été très important, de RTE, le réseau de transport d'électricité, et ma foi, maintenant ils font un peu autorité. Et je pensais, alors qu'on le veuille ou non, il semble que l'une des premières conclusions les plus importantes, c'est qu'on ait besoin de toutes les sources d'électricité, que ce soit le nucléaire bien entendu, et là vous avez parfaitement raison, hein, du moins à mon avis, mais aussi des éoliennes et du photovoltaïque. Les éoliennes étant, disons, ayant un avantage par rapport au nucléaire, ça va plus vite, un peu plus vite en tous les cas. Et puis, bon, ce sont seulement les grosses qui fournissent la puissance nécessaire. Maintenant, qu'on ne les aime pas, mon Dieu, c'est parfaitement recevable. Donc, est-ce que j'ai compris que dans le programme, si Marine Le Pen était élue, elle stopperait, ou elle ferait une pause? Oui, notre projet, c'est un moratoire sur l'éolien. Évidemment, il ne s'agit pas forcément de démanteler immédiatement toutes les éoliennes, parce que là aussi, ce serait sans doute un non-sens économique, mais peut-être démanteler celles qui sont les plus nuisibles, quand vous en avez qui sont installés à quelques centaines de mètres des habitations ou dans des sites magnifiques et classés, il serait peut-être opportun de les démanteler. Vous savez que parmi les projets éoliens offshore en Normandie, il y en a 3 principalement, un au large de Fécamp, un au large de Velette-sur-Mer, un au large de Courseulles, et puis il y en a un nouveau qui a été annoncé récemment par le Premier ministre, au large de Barfleur. Il a d'ailleurs annoncé à Saint-Nazaire un nouveau parc éolien en Normandie, ce qui est quand même une bizarrerie. Voilà, c'est un peu inélégant à l'égard des élus normands. Comme vous êtes un élu européen, au fond c'est une directive européenne. Il faut qu'il y ait un certain pourcentage assez élevé de renouvelables à l'échelle européenne, avec un partage par pays. Et mon Dieu, c'est la France donc qui a proposé ça. Ce sont nos ministres. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une des grandes fautes de la France, disons les choses clairement. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec notamment des collègues députés européens des pays du Nord, qui ont des vents beaucoup plus importants que nous, qui ont fait le choix massif de l'éolien à une époque et qui en reviennent. Aujourd'hui, le Danemark, par exemple, a arrêté un certain nombre de projets éoliens offshore parce qu'il voit les limites de ces projets-là. Alors évidemment, c'est vrai que les fermes éoliennes offshore, parce que ce sont des installations monumentales, génèrent une production électrique qui est significative, ce qui est beaucoup moins le cas des éoliennes terrestres. Mais là aussi, est-ce que toutes les conséquences écologiques ont été mesurées? J'ai évoqué tout à l'heure brièvement l'artificialisation des sols, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la modification des courants marins, avec un impact non seulement sur notre filière pêche, qui n'a vraiment pas besoin de ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aussi sur la faune et la flore maritime d'une manière plus générale. Donc ces projets, bien sûr qu'on a besoin d'avoir, en plus d'un socle en quelque sorte, de production nucléaire notamment, une capacité à absorber les pointes, et donc un surcroît d'énergie, notamment d'énergie renouvelable. Le défaut majeur de l'éolien dans ce domaine, c'est que le vent, ça ne se commande pas. Et par conséquent, il y a des moments où il y a du vent et on peut faire tourner les éoliennes sans pouvoir utiliser l'électricité, et donc elle est largement perdue puisque le problème du stockage reste permanent. Et à l'inverse, il y a des moments où on a besoin
on aurait besoin d'activer, mais quand vous voulez activer un réacteur supplémentaire d'une centrale, enfin augmenter la puissance plutôt d'une centrale, vous le faites très facilement en appuyant sur un bouton et assez facilement et en quelques minutes c'est possible. L'hydroélectrique, les barrages ont aussi cet avantage-là, c'est que ça permet d'absorber les pointes de consommation. C'est pas le cas de l'éolienne puisque évidemment s'il n'y a pas de vent, eh bien vous ferez pas. Alors dites-moi, monsieur le député, alors vous avez parfaitement raison, ce qui fait que pour un certain nombre de pays, et notamment notre voisin allemand, l'énergie qui servirait de relais, c'est le gaz. Oui. Et le gaz donc, a été admis dans la taxonomie en même temps que le nucléaire à titre transitoire, bien entendu. D'où vient le gaz pour l'Allemagne? Mon Dieu, ils étaient obligés de l'importer. Et donc il y a aussi une question très importante, c'est alors qu'est-ce qu'on fait à l'avenir? Pour nous, le relais, ce serait le nucléaire, bien entendu, zéro carbone, tandis que les autres, c'est le gaz. Quelle est la place du gaz? Et vous avez parlé de la taxe, enfin de l'ajustement, comme on dit, à la frontière. Est-ce que, par exemple, l'hydrogène sera comptabilisé parmi les industries de base ou les produits de base qui seront soumis à l'ajustement? Je dis ça parce que les Allemands veulent aussi importer de l'hydrogène de Russie et on ne sait pas comment cet hydrogène sera produit. Donc il y a une question donc très importante. Pour nous, c'est important que l'hydrogène soit dans l'ajustement carbone. Oui, bien sûr. Si la production d'hydrogène aboutit à des fortes émissions de gaz à effet de serre, il faut évidemment que ce soit pris en compte. Aujourd'hui, je pense que sur l'approvisionnement de gaz, je reviens là-dessus un instant, on s'est enfermé un peu dans une guerre froide avec la Russie. Nous avons une dépendance, je crois de mémoire, mais vous avez sans doute des chiffres peut-être plus précis que les miens, mais je crois que l'Europe dans son ensemble est dépendante à hauteur de 14%, je crois, des approvisionnements de gaz naturel en provenant de la Russie. Par ailleurs, aujourd'hui, on essaye de se défaire de cette dépendance à l'égard de la Russie, notamment en faisant venir du gaz en provenance du Qatar, etc. Est-ce que c'est bien raisonnable de se placer en situation de dépendance à l'égard de pays qui sont très critiquables, simplement parce qu'on s'est enfermé dans un conflit ouvert avec la Russie. La Russie défend ses intérêts, c'est pas toujours les nôtres, elle agit pas de manière toujours très amicale avec un certain nombre de pays européens, c'est un fait. Est-ce qu'il faut s'enfermer dans une situation de conflit? Je ne le crois pas. L'Allemagne, sans doute par pragmatisme plus que par idéologie, ne renonce pas au projet Nord Stream 2 et donc veut continuer, même sans doute amplifier l'approvisionnement de gaz provenant de la Russie. Ça me semble, même si ça correspond à ses intérêts encore davantage qu'aux nôtres, ça me semble malgré tout raisonnable. C'est-à-dire, je pense qu'on est aujourd'hui, on ne peut pas se défaire totalement du gaz. Et si on voulait diminuer notre dépendance au gaz, c'est sans doute le nucléaire qui est la principale réponse. Le nucléaire, j'en profite, là aussi je sais que vous connaissez très bien ces sujets-là, mais je pense important de ne pas laisser s'installer dans l'opinion publique l'idée selon laquelle le nucléaire c'est une énergie, arrivée à maturité sans perspective de développement. Pour faire le parallèle avec l'éolien n'offre aucune perspective d'amélioration. On a refait le moulin avant. Donc une fois que vous avez affiné l'aérodynamisme des pales, vous êtes allé au bout de ce que peut apporter cette technologie. Et on sait très bien qu'on ne pourra pas l'améliorer. Le nucléaire, c'est le contraire. Le nucléaire offre des perspectives colossales de développement. Alors, le président de la République, qui, après avoir fait la guerre au nucléaire pendant 4 ans, s'est converti tardivement, reconverti en quelque sorte récemment, en proposant notamment des projets de SMR, des petits réacteurs. C'est intéressant parce qu'évidemment, les coûts de production peuvent être diminués parce que c'est beaucoup plus souple d'installer des SMR dans un certain nombre d'endroits plutôt que des centrales beaucoup plus lourdes avec les infrastructures qui sont autour. Il y a également évidemment les projets d'EPR. L'EPR de Flamanville est un fiasco économique parce que en réalité, à force de faire la guerre au nucléaire, on n'a plus eu les moyens de fabriquer dans de bonnes conditions un EPR, qui est une technologie malgré tout que nous maîtrisons. Et évidemment, c'est un peu le premier projet qui est issu des pots cassés, mais on voit bien que notamment des pays comme la Chine ont produit des EPR dans de bonnes conditions sur le plan économique, sans doute avec un niveau d'exigence et de sécurité qui n'est sans doute pas le même que nous, mais on voit bien que c'est une technologie qu'on peut parfaitement maîtriser, mais encore faut-il faire la promotion de la filière du nucléaire. Parce que quand on se retrouve dans une situation où on n'a même plus les soudeurs et qu'on ne peut même plus construire dans de bonnes conditions parce qu'on a tellement fait la guerre au nucléaire
qu'on n'a plus assez dans nos écoles, dans nos entreprises, etc., de volonté d'intervenir économiquement dans ce domaine, eh bien c'est quand même assez grave. Alors, je sais bien que la perspective, par exemple, qui passionne les scientifiques, de peut-être un jour maîtriser la fusion nucléaire est encore très lointaine, mais c'est pas absurde d'y penser. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que on pourrait avoir l'évolution de la technologie nucléaire qui permet de diminuer encore davantage les coûts, sans augmenter la production de CO2, et avec à la clé le règlement au moins partiel des déchets, des combustibles irradiés, puisqu'une partie au moins d'entre eux pourrait être, recyclés. Très bien. Alors, je ne sais pas à quel moment, peut-être parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de poser des questions. Je voudrais juste vous convaincre, monsieur le député, juste que pour les voitures, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a des prises électriques partout, tandis que si vous voulez mettre de l'hydrogène partout, ça sera beaucoup plus compliqué. Et donc, l'hydrogène, nous avons fait des études là-dessus. Parfait on pourrait envisager les poids lourds sur un certain nombre de corridors. On peut le faire pour les locomotives, ça commence. Ensuite, on verra. Mais pour l'instant, c'est tellement plus simple de mettre la prise. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc voilà, mais Bien bon. Sûr. Et j'ajoute un point là-dessus, c'est que si on veut généraliser la voiture électrique et que chacun ait chez lui une prise suffisamment puissante pour, dans de bonnes conditions, recharger sa voiture dans un délai raisonnable et avec des voitures dont tout le monde voit bien qu'elles peuvent avoir rapidement une autonomie suffisante pour les besoins quotidiens, que ce soit personnel, domestique, disons, ou même professionnel, en effet, ça ouvre des perspectives. Mais il faut être capable de produire de l'électricité en quantité plus importante et pas chère. Et c'est évidemment la clé. Donc, on en revient au nucléaire quand même, parce que si on considère que l'hydrogène n'est une solution que pour les camions, les poids lourds ou les trains, mais pas tellement pour la voiture individuelle, je souscris assez à cette idée-là, même si peut-être qu'il ne faut pas, complètement écarter l'hypothèse de la voiture individuelle à l'hydrogène dans la durée. C'était un peu l'esprit quand je disais tout à l'heure que la voiture à batterie est peut-être quelque chose de transitoire. Le transitoire peut durer. Moi, je n'ai pas d'opposition dogmatique sur ce point-là. Mais à ce moment-là, il faut être capable de produire un volume d'électricité. Si on a demain, pour être clair, tout le parc de voitures français à l'électricité, ce qui peut être en effet, et reproduire ce schéma-là ailleurs en Europe d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, il faut qu'on augmente considérablement notre production d'électricité nucléaire. Pour RTE, ce n'est pas une augmentation considérable. C'est sans doute un EPR ou deux en plus. Vous savez, surtout ça dépasse la pointe de consommation. Quand les gens rentrent chez eux, ils vont mettre la voiture à charger. Mais ce n'est pas énorme. En revanche, là où il va falloir plus d'électricité, d'abord, c'est qu'il faut électrifier beaucoup d'usages, parce que c'est une manière de lutter contre le changement climatique. Et puis, si on veut réindustrialiser la France, c'est quand même un bel objectif. Ça, vous êtes d'accord avec celui-là, sans doute, monsieur le député. Là, il faudra de l'énergie, bien entendu. D'abord, la hausse du prix de l'électricité, elle est très largement artificielle aujourd'hui, puisqu'en réalité, il y a une fiscalité qui est très élevée. Il y a le système européen qui aboutit à ce que EDF est obligé de vendre à prix coûtant son électricité, y compris à la concurrence, et ensuite à racheter cette électricité à prix exorbitant, et tout ça arrive sur la facture. Et l'éolien qu'on évoquait tout à l'heure fait l'objet lui-même d'une hausse de fiscalité sur la facture d'électricité des Français. Donc il y a, c'est vrai, la consommation d'électricité des entreprises et celle des particuliers. Quand on nous dit, par exemple, vous allez me dire que je suis une obsession anti-éolienne, mais quand on nous dit par exemple que tel parc de 4 ou 5 éoliennes permet d'assurer la consommation électrique de tout un village, des ménages de tout un village, toute une ville, c'est de la propagande grossière, parce que tout le monde sait bien que le volume principal de consommation électrique et d'énergie de manière plus générale, ce sont les industries, les entreprises et les transports, et que la consommation domestique, c'est-à-dire la maison individuelle ou l'appartement, est assez peu énergivore, même s'il y a des améliorations à faire, on en parlait tout à l'heure. Mais donc la clé, c'est la production. Enfin, je reviens à ce que je disais, excusez-moi de me répéter, mais produire pas cher et pour l'électricité et approvisionner pas cher, notamment pour le gaz, et ensuite éviter d'être dans une logique de fiscalité à outrance où
où on partage tout au niveau européen, y compris les choix les plus hasardeux de nos voisins, parce que c'est ça dont on parle en réalité. Si on a une démarche plus franco-française sur l'énergie, on en a la capacité. Hein. Avec le parc électronucléaire, on a une autosuffisance en matière d'électricité ou une quasi-autosuffisance. Eh bien, on est en situation de vendre à nos entreprises et à nos particuliers de l'électricité pas chère. Voilà. Donc la mesure principale que j'évoquais très brièvement tout à l'heure, que nous défendons, c'est l'abaissement de la fiscalité de 20 à 5,5, ce qui, bon voilà, ça fait une diminution de 15%, c'est pas négligeable, et sortir du schéma européen, j'ai plus en tête j'ai plus le terme exact, excusez-moi, mais le schéma européen sur l'électricité qui nous force. Le merit order, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire le système qui nous conduit à devoir mettre une partie de notre production électrique sur le marché européen. C'est un coût marginal. Voilà, et ensuite le racheter à un coût exorbitant sans comparaison avec ce que ça nous coûte en production. Alors, figurez-vous qu'en réalité, c'est quand même le bâtiment qui est le premier consommateur d'énergie en France. Mais on préférerait que ce soit l'industrie. Oui. Alors qu'en Allemagne, c'est l'industrie. Donc, bon, voilà. Il se trouve que quand on a désindustrialisé beaucoup, c'est quand même le bâtiment qui l'emporte pour, non pas pour les émissions de gaz à effet de serre, là vous avez raison, c'est les transports, mais pour la consommation d'énergie, c'est son bâtiment. Moi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire dans ce domaine. C'est à la fois, bien sûr, que chaque pays doit rechercher une production pas chère, décarbonée, et avec une vision nationale, c'est en gros que chaque pays ait la recherche d'une autosuffisance énergétique, bien sûr, ça c'est un objectif, même si pour certains pays c'est sans doute beaucoup plus complexe que pour la France, ou en tout cas les retards accumulés sont beaucoup plus importants. Mais bien sûr, il faut aussi avoir, on comprend bien que les grandes mutations auxquelles on doit faire face, par exemple, notamment dans la perspective de l'électrification généralisée du parc automobile, ce sont des projets qui s'organisent à l'échelle continentale. Ce sont des grands projets industriels qui nécessitent évidemment à minima des coopérations et sans doute une organisation à l'échelle européenne. Quand on voit Airbus ou Ariane, c'est des exemples de succès industriels européens qui ne doivent rien à la Commission d'ailleurs. Hein. Ce sont des pays et des conglomérats industriels qui prennent des initiatives en fonction de leurs intérêts communs. Si à l'époque on était capable de ne pas tout faire à 27, donc avec beaucoup moins de lourdeur, beaucoup plus de souplesse et souvent beaucoup plus de rapidité, nous c'est plutôt ce modèle-là qu'on défend, c'est en clair plutôt une Europe des projets qu'une Europe où tout est intégré à 27 avec beaucoup d'insatisfaction, de frustration et finalement des technocrates qui finissent par avoir le contrôle et le pouvoir. Donc je souscris assez à ce que vous disiez sur la Commission qui, en gros, s'engage parfois sur des choix qui ne correspondent pas forcément à nos intérêts fondamentaux. On l'a vu d'ailleurs sur la rétivité de la Commission à mettre le nucléaire et le gaz, comme vous le soulignez, M. Lalonde, dans les énergies vertes, enfin vertueuses. Recommandées au financement. Ou en tout cas recommandées, voilà, exactement, éligible au financement. Franz Timmermans, le premier vice-président de la Commission, a agi avec un dogmatisme néerlandais assez effrayant, je dois dire, sur cette question-là. C'est-à-dire arc-bouté sur des vieux schémas où on fait la guerre au nucléaire par principe, sans aucune réflexion stratégique et même écologique finalement. Il y a un sujet qu'on a... et bien sûr, pour répondre à votre question, faire un géant de la batterie européen, ça se fait à l'échelle européenne, et c'est compliqué d'avoir simplement un pays qui en serait chargé, alors que c'est une préoccupation générale. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres domaines. On n'a pas parlé du photovoltaïque. C'est vrai que de ce que je crois et ce que je sais, le photovoltaïque aujourd'hui n'est pas forcément très rentable parce qu'on n'a pas un niveau d'ensoleillement dans la plupart des pays européens et notamment en France pour qu'il soit rentable. Il nous place aussi en situation de forte dépendance à l'égard de l'Asie s'agissant de la fabrication. Il y a le problème du recyclage ensuite des panneaux. Mais certains disent, et là je laisse question ouverte parce que je n'ai pas la réponse et je n'ai pas la compétence, mais certains disent qu'on pourrait dans les années à venir atteindre des niveaux de rendement des panneaux photovoltaïques qui les rendraient peut-être plus rentables, y compris dans des zones à ensoleillement faible. Voilà, donc peut-être qu'il y a quand même des perspectives, pas forcément immédiates,
sur le photovoltaïque. Je pense il ne faut dans ce domaine se fermer aucune porte. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que finalement, quand on parle d'énergie renouvelable, aujourd'hui en France, c'est essentiellement le nucléaire dont on voit, essentiellement l'éolien, pardon, dont on voit évidemment les limites. C'est le bois d'abord, en voilà. France. En France, c'est le bois. Et le bois, oui, c'est vrai, qui est une filière clé, absolument. En effet, c'est une vraie question. Là, ça touche plus à l'organisation du pouvoir, mais avec des conséquences bien concrètes. C'est-à-dire qu'une fois que ceux qui sont chargés des questions d'énergie sont ceux-là même qui ont parfois une approche très dogmatique de l'écologie, eh bien, on aboutit à un certain nombre d'aberrations. La logique, en effet, ce serait... Alors, c'est compliqué parce que bien sûr que les questions d'énergie sont totalement liées et totalement imbriquées avec des considérations économiques. Et ce sont les acteurs économiques qui à la fois consomment de l'énergie et en produisent. Et par conséquent, décorréler les deux me semble dangereux. Et ça aboutit à un certain nombre d'écueils vraiment très idéologiques. On a fait la guerre nucléaire, on a fait le choix inconsidéré de l'éolien, on a été en retard et on a laissé filer, quand Photowatt par exemple a mis la clé sous la porte, on a laissé filer en région Rhône-Alpes de mémoire, on a laissé filer des filières qu'on aurait dû au contraire structurer, organiser, financer, justement dans la perspective du mix énergétique de demain. C'est sans doute justement parce qu'il n'y avait pas assez cette approche économique et trop une approche idéologique qu'on a abouti à ces choix qui étaient hasardeux. Donc il y a une vraie question. Moi, je partage assez votre préoccupation. Je ne dis pas que j'ai une réponse magique, parce qu'en réalité, si, en clair, toutes les questions d'énergie dépendent de Bercy, est-ce qu'elles seront traitées avec, malgré tout, cette préoccupation climatique qui doit rester dominante mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la création dans les années 90, de mémoire, du ministère de l'écologie et ensuite l'augmentation du périmètre de ce ministère au gré des gouvernements successifs, eh bien, a abouti à une forme de confiscation un peu de ces questions d'énergie. Sur l'ouverture à la concurrence, bien sûr, on dit toujours, on part d'un dogme, c'est la concurrence, c'est bon pour le consommateur. En fait, il y a des domaines où c'est le contraire. Voilà, soyons clairs. Et surtout quand il y a des différentiels considérables en matière d'énergie entre les pays européens. Voilà. On sait très bien dans plein de domaines, il y a des différentiels importants, et ce qui génère une concurrence économique intra-européenne au sein du marché commun. Donc c'est un vrai sujet. Voilà, on en a plein d'exemples, mais en matière d'énergie, c'est encore plus flagrant. Moi, je pense qu'il y a des domaines qui sont par nature qui doivent être fermés, bien sûr. Service public ou entreprise. Oui, je crois. Non, mais ça, c'est le modèle d'organisation. Mais en tout cas, l'ouverture à la concurrence, nous y sommes opposés parce qu'elle est totalement artificielle. Mais il y a des domaines qui nécessitent de tels niveaux d'infrastructure et des choix qui sont évidemment ceux des pouvoirs publics que l'ouverture à la concurrence n'a aucun sens. C'est le cas du rail. On a bien vu que quand les Britanniques ont privatisé et ouvert à la concurrence le rail, eh bien ça a affaibli encore la qualité du service, et de surcroît, ça a provoqué des coûts exorbitants pour les contribuables. Pourquoi ? Parce que le rail est trop dépendant des infrastructures. Voilà. La vraie ouverture à la concurrence, excusez-moi de cette digression, mais la vraie ouverture à la concurrence du rail, ça consisterait à avoir finalement deux rails l'un à côté de l'autre. Et c'est-à-dire qu'avec des acteurs économiques qui maîtrisent à la fois le roulant et les infrastructures. Donc, tout le monde comprend que c'est une aberration, et par conséquent, l'ouverture à la concurrence uniquement de la commercialisation ou du roulant, mais qui dépend totalement des infrastructures, ça n'a aucun sens. Et bien pour l'énergie, c'est exactement la même chose. On est capable, nous, et vous avez raison de souligner que normalement l'indépendance énergétique doit être un driver central, ça doit être un objectif, et ça doit être l'objectif de tous les pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des coopérations industrielles, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des projets communs, bien sûr, mais que chaque pays soit capable de produire sa propre énergie, l'énergie dont il a besoin, et éventuellement un peu plus pour en vendre à ses voisins, eh bien, ça doit être un objectif. Et effectivement, les grands choix qui ont été faits dans les années 50-60 nous ont placés dans cette position qui est une position de force. Et aujourd'hui, eh bien, l'ouverture à la concurrence, ça aboutit en effet à
à être dépendant de modèles beaucoup plus hasardeux qui existent dans beaucoup de pays européens, qui sont beaucoup moins avantageux, notamment pour le contribuable, enfin pour le consommateur plus que pour le contribuable, c'est-à-dire ceux qui finissent par payer cette énergie. Donc, totalement opposé à l'ouverture à la concurrence. Savoir si EDF doit être un établissement 100% public ou non, je dirais c'est un peu secondaire. Moi, je ne suis pas du tout opposé, notamment dans la perspective de l'évolution des technologies, des mix énergétiques, que les acteurs privés soient également impliqués avec des capitaux privés, pourquoi pas, mais sortons de cette vision totalement dogmatique où on ouvre tout à la concurrence comme si c'était un bienfait, alors qu'on s'aperçoit que c'est aujourd'hui la cause de bien des problèmes. Nous, ce que nous défendons dans notre projet présidentiel, c'est la construction dans les décennies à venir de 6 réacteurs, de 6 EPR. Je crois qu'un EPR, c'est 1650, je crois, mégawatts, ce qui est, voilà, avec un coût de production du mégawatt quand même significativement plus bas dans la durée, même si les coûts de construction sont élevés par rapport aux centrales actuelles. On peut y adjoindre en plus les SMR qui apportent un peu de la souplesse. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir comme objectif de diminuer, bien sûr, la part du nucléaire dans la production électrique. Je pense qu'on peut même avoir raisonnable comme objectif de l'augmenter. Et surtout, l'objectif de zéro carbone, en réalité, n'a pas de sens. L'objectif, ça doit être un niveau d'émission de carbone extrêmement bas. Mais on ne pourra jamais être à zéro carbone. Donc on peut l'afficher comme un slogan. Mais en réalité, là aussi, ce n'est pas forcément comment dire, c'est pas économiquement raisonnable. Le nucléaire est presque totalement décarboné et pas cher. Bon, bah, ça en fait évidemment une énergie d'avenir. Et donc, je pense ensuite qu'il faut bien réfléchir dans le mix énergétique aux autres composantes de ce mix, sortir, on en a parlé tout à l'heure, de manière progressive et intelligente de l'éolien. Et je pense qu'il y a une erreur aussi à avoir progressivement supprimé les barrages hydroélectriques qui restent évidemment très performants. J'étais en Guyane il y a quelques semaines. Petit Saut. Voilà, exactement. Le barrage de Petit Saut permet d'approvisionner une bonne partie de la Guyane en électricité pour des coûts très faibles, en décarbonation totale. Je parle sous votre contrôle, hein, un barrage hydroélectrique enfin, quasi total. Oui, quasi total. Voilà, je pense qu'on a... bien sûr qu'il faut investir dans les technologies nouvelles, mais on se rend compte quand même, quand on aborde ces questions d'énergie, qu'il y a un certain nombre de choix qui ont été faits qui étaient les bons dans le passé. Et donc, aujourd'hui, il faut peut-être s'appuyer sur ces choix qui étaient les bons pour, comment dire, pour y adosser la technologie pour être encore plus performant. Regardez par exemple l'usine marémotrice de la Rance. C'est un modèle intéressant qui a, comment dire, qui n'a pas été finalement tellement imité, qui n'a pas été tellement développé. Je crois qu'on n'en a qu'une seule en France. Je crois qu'il y a un certain nombre, quelques pays dans le monde qui ont imité ce modèle-là, qui pose pas mal de problèmes d'ensablage, etc. Donc le modèle n'est pas parfait, mais en tout cas l'idée d'utiliser les courants marins pour produire de l'énergie, ça c'est une idée qui est intéressante. Au Raz-Blanchard, dans la Manche, il y a le projet d'hydroliennes. Moi j'ai eu l'occasion de visiter dans les locaux de Naval Group là-bas la construction de ces hydroliennes qui sont une sorte d'hélices géantes dans la mer. Là aussi, on voit bien qu'on se heurte à un certain nombre de difficultés, mais ce sont des technologies qui méritent qu'on s'y attache, parce que peut-être que dans les années qui viennent, on aboutira à des filières plus matures sur le plan industriel et avec une utilisation des courants marins pour produire de l'énergie. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire dans ces domaines-là, y compris quand on a testé des technologies qui ne se sont pas révélées forcément très performantes, mais dont le principe en lui-même reste intéressant. Très bien. Alors simplement, je ne sais pas si, parce que comme c'est un débat aussi avec nous, à équilibre des énergies, nous en 2050, avant même de parler des moyens de production, nous considérons que la consommation d'énergie, tout compris, devrait être à peu près de 50% électrique, donc dépendre de l'électricité, donc à ce moment-là ensuite comment on la produit,
et l'autre 50% de la chaleur. Parce que vous savez, c'est à peu près 40% de l'énergie en France est consommée, c'est de la chaleur. C'est pour chauffer, c'est pour créer du chaud, de la vapeur, etc. Et il y a beaucoup de moyens de créer de la chaleur renouvelable. Donc on pourra en travailler. C'est tout un domaine, si vous voulez, qui est souvent négligé, hein, parce qu'on parlait du bois tout à l'heure, mais il y a surtout ce qu'on appelle les pompes à chaleur, des choses extraordinaires, la géothermie, exactement. Donc il y a beaucoup de moyens de créer de la chaleur. Ensuite, évidemment, il y a la question des moyens de production, mais ça dépend un peu de l'industrialisation. Alors RTE dit, allez, on devrait être sur l'électricité, on devrait être à quoi, 700 TWh à peu près, mais peut-être plus, monsieur Louis Gallois, lui 900, parce qu'on va réindustrialiser. Donc il y a encore une débat, comme vous avez raison de dire, qu'il faut que ça reste très ouvert. Oui, et surtout, je rebondis sur ce que vous dites, il y a eu des choix un peu dogmatiques qui ont été faits, qui ont consisté à dire la Chine sera l'usine du monde, et donc la désindustrialisation de la France, de l'Europe, n'est pas forcément un drame. Ça, c'était les grands choix qui ont été faits ces dernières décennies. Aujourd'hui, on le paye au prix fort. On le paye au prix fort dans la crise sanitaire, parce qu'on n'est même plus capable de produire un morceau de tissu, c'est-à-dire un masque, ou des médicaments, y compris les plus simples. Et on est en situation de dépendance. Il n'y a pas que la dépendance énergétique qui pose problème. La dépendance sur des matières, sur des produits fondamentaux, elle est évidemment très, très vulnérante pour nous. Mais tout le monde comprend bien aussi que notre position est affaiblie sur les questions d'énergie et sur la production d'énergie parce qu'on a désindustrialisé. C'est-à-dire que, est-ce que si on avait maintenu un haut niveau d'industrialisation de la France, on aurait eu autant de difficultés à construire le PR de Flamanville? Évidemment pas. Et c'est parce qu'on a une perte de compétences industrielles considérable avec un effondrement de tout le tissu industriel de la France depuis des décennies, parce qu'on était dans la logique du marché ouvert, qu'on était convaincu qu'avec simplement une économie de services et des pays à l'autre bout de la planète qui seraient l'usine du monde, eh bien c'est un modèle viable. Eh bien aujourd'hui on paye aussi tout ça au prix fort. Et une vision authentiquement écologique, c'est produire, consommer, retraiter à chaque fois qu'on le peut dans un espace raisonnable, n'importer que les produits, soit qu'on n'est pas en capacité de produire par nous-mêmes, faute de matières premières notamment, mais sortir de l'idée que par principe l'importation serait bonne et que l'exportation serait bonne. Il faut bien sûr que exporter, commercer, c'est inhérent à l'homme et c'est une préoccupation légitime, mais l'échange de biens à travers la planète avec des supertankers qui polluent largement, ça doit plus être le modèle absolu. Il faut absolument revenir à des systèmes de production et donc d'industrialisation sur notre continent. Et si on a des filières industrielles matures dans beaucoup de domaines, on sera capable d'appréhender les questions d'énergie beaucoup plus facilement. Ce sera beaucoup moins difficile, pour dire les choses plus clairement, plus simplement, de structurer la filière hydrogène, de structurer une filière solaire peut-être, de développer le nucléaire en France, si on a un tissu industriel très complet, qu'on a une vraie plus-value de haute technologie industrielle. Aujourd'hui, on a encore, mais de moins en moins, mais parce qu'on a perdu en réalité l'ensemble de nos industries. Si j'ai bien compris la question sur Strasbourg et Bruxelles, la question subliminale, c'est est-ce qu'il est très écologique d'avoir 2 sites de Strasbourg et de Bruxelles pour le Parlement européen? Bon, si on n'avait que ce problème-là à résoudre en matière d'écologie à l'échelle européenne, on ne serait sans doute pas malheureux. Oui, bien sûr, c'est une aberration d'avoir 2 sites. Mais l'erreur, c'est pas une erreur d'ailleurs, c'est une volonté. C'est un choix politique. Absolument. Le choix politique a consisté, normalement, dans les traités, je suis rapide là-dessus parce que ça nous éloigne un peu, mais dans les traités, le siège du Parlement européen est à Strasbourg. Et Strasbourg, c'est un symbole fort parce que c'est l'Europe des peuples. Si on, progressivement, sous la pression d'un certain nombre de pays, eh bien, on a installé un certain nombre d'activités du Parlement européen à Bruxelles. Et on a maintenu à Strasbourg que les séances plénières du Parlement européen. Donc c'est absurde. On a un bâtiment de 220 000 m² à Strasbourg qui est utilisé 3 jours sur 30. Bon, voilà, c'est absurde. Mais donc ça doit aboutir à avoir qu'un seul site, et donc il faut tout mettre à Strasbourg. Si on pose comme principe, disons, l'indépendance énergétique de l'Europe, mais aussi l'indépendance énergétique des pays européens, c'est pas incompatible. Ne plus être dépendant des productions de gaz du Qatar ou de la Russie,
c'est légitime, ou être le moins dépendant possible pour l'Europe. Mais que chaque pays en Europe réfléchisse à sa propre production énergétique pour qu'il soit totalement autonome, ce qui permet aussi d'avoir des circuits courts et donc à la clé un impact carbone moins fort, c'est parfaitement pertinent aussi. Ça n'empêche pas d'avoir des coopérations, que les choses soient claires. C'est pas parce que on recherche la capacité à produire de manière autonome et indépendante finalement au niveau national notre énergie qu'on n'a pas des grands projets industriels en matière d'énergie qui sont faits à plusieurs. Voilà. Pas forcément tous à 27 d'ailleurs, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi je crois beaucoup à l'Europe des projets et pas du tout à l'Europe intégrée. Et aujourd'hui on n'est même plus dans le fédéralisme, on est progressivement dans une espèce de centralisme bruxellois qui aboutit à ce que toutes les décisions sont très idéologiques, prises par des gens qui ne sont jamais responsables devant les peuples, notamment la Commission européenne, et en fonction d'intérêts qui ne sont pas toujours ceux des nations, donc les nations freinent des cas de fer, et avec beaucoup de frustration. Donc ce modèle, il n'est pas efficace. Voilà, soyons clairs. En revanche, des grands partenariats industriels, notamment avec les pays concernés, sans tout faire à 27, je pense que c'est ça qui est performant. Vous dites que le Danemark commence à douter un peu ou va revenir sur ses grands projets éoliens, mais le Danemark a une liaison avec la Norvège, et donc beaucoup d'électricité décarbonée précisément, parce que la Norvège et même la Suède en produisent beaucoup, produisant même des certificats d'électricité décarbonée qui peuvent servir même à décarboner ou à améliorer le bilan carbone d'entreprises qui produisent de l'électricité ailleurs de manière carbonée. Et donc il y a quand même des interconnexions en Europe, et il y a un marché carbone. C'est-à-dire qu'on peut améliorer ses performances en achetant les performances d'autrui. Donc ce marché carbone qui a été notamment accepté et formalisé à Glasgow à l'échelle internationale, c'est un élément important de la politique européenne de l'énergie. Donc, quelle est votre position par rapport à ce marché carbone ? Pas opposé par principe au marché carbone, mais je pense qu'il ne faudrait pas que le marché carbone aboutisse à ce que chacun, au lieu de rechercher une production d'énergie autonome et décarbonée, se dise, bon, il y a simplement à aller en acheter sur ce marché carbone. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme la loi SRU. La loi SRU, vous avez pendant longtemps les communes qui, pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, je ne suis pas en train d'accabler ceux qui faisaient ça, qui disaient, moi j'ai pas tellement envie d'être envahi de logements sociaux, donc je préfère payer que d'avoir des logements sociaux. Bon, on peut avoir pour le marché carbone un peu le même schéma, c'est-à-dire un certain nombre de pays qui se disent, bon, on n'a pas besoin de réfléchir à une vraie indépendance énergétique, on n'a pas besoin de s'engager dans des projets considérables pour avoir une énergie pas chère et décarbonée, il suffit de payer un petit peu et si on en a les moyens, on le fait. Voilà, c'est un peu la limite, je pense, de ce modèle-là. Et puis, encore une fois, c'est des modèles finalement très artificiels parce que si on réfléchit en termes écologiques, eh bien, il faut évidemment se préoccuper de la nature et de la manière et de l'état dans lequel on va la transmettre aux générations à venir. Donc ça nécessite à la fois, bien sûr, de trouver le bon équilibre entre écologie et économie. C'est un peu la ligne directrice de notre discussion depuis le début. Et de réfléchir aussi à comment on fait en sorte que ce modèle-là, cette préoccupation que nous avons, nous, eh bien, elle soit ensuite respectée et valorisée sur la scène mondiale. Et ça nécessite de se protéger. C'est-à-dire qu'on voit bien que si, j'en reviens à mon propos initial, si on a, nous, des normes environnementales extrêmement exigeantes, c'est déjà le cas et on va encore les rehausser, ça invalide totalement le modèle du libre-échange mondialisé qui a été dominant dans la construction, notamment dans la construction européenne. Oui, moi je partage assez votre analyse. Quand vous parlez d'anxiété, en réalité, c'est aussi, ça pose la question d'une écologie qui apparaît très souvent comme punitive. Et d'autant plus souvent comme punitive que tout le monde comprend bien que ce sont les plus modestes qui ont les marges de manœuvre économiques les plus faibles chez qui l'angoisse est la plus grande. C'est-à-dire que la préoccupation écologique, elle existe chez tout le monde, indistinctement, quelles que soient les situations et les niveaux de revenus.
Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on évoque dans le débat public les questions écologiques, on donne toujours le sentiment d'imposer des sacrifices aux gens, et notamment à ceux qui sont les moins à même de consentir à ces sacrifices. Et je pense que c'est ça la difficulté. Sur la voiture, c'est typique. On va dire aux gens, bah, écoutez, vous avez une voiture diesel, vous n'allez plus pouvoir entrer dans les centres-villes. Donc c'est la double peine. Vous habitez en zone périphérique parce que vous n'avez pas les moyens de vous loger dans les grandes villes, où là, souvent, les gens n'ont même pas de véhicule individuel parce que finalement, ils n'en ont pas besoin. Et en plus, vous n'avez pas les moyens de changer votre vieille voiture par une voiture récente parce que 20, 25, 30, 35 000 euros, vous n'êtes pas en capacité de les mettre. Et de surcroît, vous ne pourrez plus rentrer dans la grande ville, c'est là où vous allez travailler, là où vous allez chercher de l'emploi, ou là où l'activité économique, culturelle est la plus prégnante. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais il faut vraiment sortir de ce modèle de l'écologie punitive. Parce que si on veut réhabiliter, moi je crois fondamentalement, et vous me permettrez cette digression un peu politique, que l'écologie est une valeur de droite. C'est-à-dire au sens où la préoccupation, la conservation du vivant est authentiquement et philosophiquement une préoccupation de droite. Je ne dis pas du tout que la droite française, dans son acception actuelle, a été, a cette préoccupation au cœur plus que d'autres. Je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est philosophiquement une valeur, et au-delà du fait que c'est une valeur plutôt de droite, je pense que c'est une valeur qui est largement partagée par tous, à condition que ça n'aboutisse pas à des décisions politiques qui apparaissent comme des injustices absolument criantes. Moi, je pense que nos compatriotes sont parfaitement capables de faire des sacrifices, y compris considérables, et on l'a vu d'ailleurs dans la crise sanitaire. Il y a une acceptation de sacrifices, parfois même un peu au-delà du raisonnable, de nos compatriotes, lorsqu'ils ont le sentiment que c'est un effort collectif auquel il faut consentir pour ensuite pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Ce qu'ils ne supportent pas, et c'est normal, c'est l'injustice. Parce que l'injustice, évidemment, si vous êtes aisé en position de force, vous pouvez y échapper totalement ou partiellement, et donc elle retombe toujours sur les plus fragiles. Voilà. Et donc en matière d'écologie, il faut vraiment avoir cette préoccupation-là. Demander aux Français de remplacer leur voiture, la vieille voiture diesel, par une voiture électrique, c'est parfaitement légitime. Mais leur imposer ça, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la voiture, et avec toutes sortes de contraintes et de pénalités qui s'en suivraient, c'est absolument inacceptable. Voilà. Et donc les pouvoirs publics, leur rôle, c'est d'avoir une vision de long terme, donc d'être capable de structurer les filières, capable de faire en sorte que la voiture devienne pas chère, la voiture électrique j'entends, capable de mettre en œuvre toutes les aides fiscales et sociales qui accompagnent cette transition. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, celui qui est récalcitrant, en effet, il peut être pénalisé. Mais pas avant. Voilà. Et or, aujourd'hui, on est exactement dans le modèle contraire. Voilà. On est celui qui a une voiture thermique, ce qui est quand même la majorité de nos compatriotes, il se met à payer une fortune le litre aujourd'hui, et les pouvoirs publics n'apportent aucune solution. Aucune. Voilà. Et quand on voit que le mouvement des Gilets jaunes, il y a 2 ans, a commencé sur la hausse du carburant, on s'en souvient, enfin sur la hausse sur la fiscalité, sur la TICPE, eh bien, on se souvient dans les manifestations des Gilets jaunes, Macron va nous mettre le litre d'essence à 2 euros. Évidemment, tout le monde disait, mais n'importe quoi, voilà, on y est. On y est aujourd'hui. On est à 2 euros, on est à 1,90. Voilà. Donc, on voit bien, et derrière tout ça, il y a évidemment des choix fiscaux. Donc, bien sûr que le coût des matières premières, etc., est la cause de la hausse du prix à la pompe, mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que le prix à la pompe, c'est 60% de taxes. Avec l'aberration et le symbole que je trouve désastreux, c'est-à-dire vous avez non seulement la taxe, mais la taxe sur la taxe, c'est-à-dire la TICPE et la TVA sur la TICPE. Voilà. Il va au bout d'une logique où les Français ont légitimement le sentiment d'être spoliés, et encore une fois, celui qui a une certaine aisance, il peut supporter l'essence quasiment à 2 euros et continuer à se déplacer, et puis il y en a quand même beaucoup qui ne peuvent plus du tout. Et si en plus de ça, ils ont la leçon de morale qui consiste à leur dire vous roulez au thermique, c'est vraiment très mal et c'est mauvais pour la planète, eh bien ça devient absolument insupportable et ça ruine l'idée écologique. Et donc c'est très grave en réalité.
Parce que les pouvoirs publics, si on considère que l'écologie et que la préoccupation climatique est légitime, à ce moment-là, il faut évidemment être capable d'engager des politiques qui y associent le plus grand nombre. Est-ce que je peux profiter juste de cette occasion? Quand vous parlez de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'était en effet un projet de taxe carbone, ça a été, mais qui servait à financer vos éoliennes préférées. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une fiscalité qui pèsera sur celui qui consomme trop d'énergie ou qui envoie trop de gaz à effet de serre et qui sera redistribuée plutôt à ceux qui en ont besoin, et notamment pour les aider à isoler leur maison ou les aider à acheter une voiture électrique? Donc est-ce qu'il n'y a pas un système qu'on peut inventer qui précisément réponde à vos préoccupations et en même temps contribue à lutter contre le changement climatique? Moi, je ne suis pas contre, mais à condition que celui que vous allez pénaliser parce qu'il il émet trop de gaz à effet de serre, il ait des choix alternatifs. Oui, bien sûr. C'est tout le problème. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est le principe du pollueur-payeur, etc. D'accord. Mais à condition qu'il ait d'autres choix. Il y a des filières industrielles, et là je parle sous le contrôle des spécialistes, où il n'y a pas forcément d'alternative, ou alors des alternatives marginales qui permettent de diminuer de manière limitée les gaz à effet de serre, mais pas de manière significative. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir du schéma où on pénalise et on punit, et être capable d'engager les grands investissements et les grandes politiques publiques, mais c'est vrai que ça oblige à avoir une vision de long terme. Et c'est d'ailleurs un peu le drame, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que le passage du septennat au quinquennat a amplifié cette tendance, c'est-à-dire que le président élu, au bout de 2 ans, il se préoccupe de sa réélection, quand c'est pas au bout de 6 mois, et par conséquent, il s'interdit en quelque sorte des choix de long terme qui correspondent à l'intérêt général, mais dont il ne tirera aucun profit pour sa réélection, et dont les Français ne verront le jour, qui verront le jour et dont les Français ne verront les bénéfices qu'à 10, 20 et 30 ans. Or, évidemment, tout le monde comprend que quand on aborde ces questions d'énergie, les grands choix que nous devrons faire, et que nous faisons déjà d'ailleurs en partie, mais que nous devrons faire dans les années qui viennent, ce sont des choix qui nous engagent pour des décennies et dont on tirera un vrai profit, y compris sur le plan économique, à moyen et surtout à long terme. Sans doute que le gaz est l'une des solutions transitoires, en effet. C'est-à-dire que si on a une diminution temporaire de notre production d'électricité nucléaire liée à un certain nombre de choix hasardeux, et que, compte tenu des délais que vous évoquiez de construction des centrales nouvelles, EPR notamment, eh bien on peut avoir en effet une obligation de recours assez massif au gaz. Je n'ai pas critiqué le recours au gaz allemand. D'ailleurs, il n'y a pas de gaz allemand, le gaz il passe par l'Allemagne, mais c'est tout. J'ai critiqué le recours au charbon, qui là pour le coup est un désastre écologique. Voilà. Et l'aberration, c'est exactement le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous évoquez de manière très pertinente la durée de vie de nos centrales, mais ce qui est l'aberration du modèle allemand, elle est là. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté des centrales qui n'étaient pas du tout en fin de vie, de manière totalement dogmatique, pour remplacer non pas par des énergies renouvelables, mais par des énergies fossiles, les plus polluantes, en l'occurrence au charbon. Donc là, on est au sommet de l'aberration. Alors maintenant, pour répondre précisément sur notre projet, en effet, nous, la construction de 6 EPR, c'est pas, ça va prendre un peu de temps. Un peu de temps, à l'échelle des enjeux, c'est pas considérable, hein, mais c'est en effet 10-15 ans. Bon. Donc d'ici là, d'ailleurs, c'est pour ça, petite parenthèse, que nous avons vertement critiqué la fermeture définitive et irréversible de Fessenheim, qui est toute récente. Le choix de fermer Fessenheim par François Hollande, c'était une chose. La fermeture définitive, qui a un caractère irréversible, tout le monde le sait, il n'y a pas la possibilité ensuite de le remettre en route, eh bien ça, c'est le choix tout récent d'Emmanuel Macron, là aussi, qui est sans doute guidé par des considérations d'affichage et de symboles, mais qui sont, à mon avis, un non-sens économique et écologique. La durée de vie des centrales, c'est un sujet. Moi, dans ma région, la centrale de Palluel est en plein grand carénage, ce qui va lui assurer une durée de vie de 20 ou 30 ans de mémoire. Je sais qu'il y a des centrales sœurs de Fessenheim, notamment aux États-Unis, même génération, même construction, hein, qui ont été reconduites pour 20 ans.
Donc sans doute, ou 30 ans, 20 ans je crois. Sur 80 en tout, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, 60 plus 20, voilà, exactement. Donc sans doute qu'il y a des possibilités de prolonger nos centrales sur 10, 15 ou 20 ans, le temps que les EPR puissent prendre le relais. Donc, je pense que c'est pas insurmontable. Mais là encore, hein, il faut sortir du modèle de dénucléarisation. C'est-à-dire que si la réflexion qu'on a, c'est on augmente plutôt la production nucléaire et on a cette période de transition à gérer le plus intelligemment possible, bon, bah, on concentre nos préoccupations, celles de nos acteurs en matière nucléaire, l'EDF, des pouvoirs publics, pour augmenter la durée de vie de nos centrales. Moi, je pense que c'est possible, évidemment, il faut s'en remettre aux scientifiques, mais jusqu'à maintenant, on était exactement dans le modèle contraire. Parce qu'en fait, on s'acharnait à vouloir le plus vite possible fermer les centrales, Fessenheim étant dans l'esprit de ceux qui défendaient ce modèle-là la première étape. Tout le monde l'a bien compris. C'était la plus ancienne, on nous a fait croire que c'était dangereux, on nous a raconté n'importe quoi en expliquant qu'il y avait des risques sismiques sur cette zone-là de l'Alsace, etc. Tout ça, c'était des balivernes, tout le monde le sait très bien, mais parce qu'on avait une approche idéologique avec une volonté de dénucléariser. Voilà. Si, et c'est ce que nous défendons, on est dans l'idée, au contraire, d'augmenter nos capacités de production électronucléaire, bon, bah, à ce moment-là, la prolongation de durée de vie sur 10 ou 15 ans de nos centrales n'est sans doute pas une difficulté majeure. Je ne mésestime pas un certain nombre d'aspects techniques que les spécialistes pourront traiter, mais c'est sans doute tout à fait concevable. Et la deuxième question que vous avez évoquée... Les problèmes de production d'EDF et la question des déchets. Oui, bon, la capacité de production, nous, ce qu'on doit avoir comme objectif, c'est d'être capable de produire suffisamment pour la France et d'être capable d'exporter. C'est ce qu'on faisait il n'y a encore pas si longtemps. Et c'est ce qu'on ne peut plus faire depuis Fessenheim, depuis la fermeture de Fessenheim. C'est-à-dire que là, il y a quelques semaines, on a fait venir de l'électricité fabriquée par centrale à charbon en Allemagne, parce qu'on n'était même plus capable, avec nos propres centrales thermiques, d'absorber la pointe. Et sur les déchets, bien sûr que c'est le sujet. C'est pas le seul sujet, mais c'est un des principaux sujets de critique légitime. Hein. Je ne suis pas en train que les choses soient claires. Nous défendons le nucléaire pour toutes les raisons que j'ai évoquées depuis tout à l'heure, mais bien sûr qu'aucune production d'énergie est sans défaut. Le nucléaire, il y a un problème de sécurité, il faut avoir un niveau d'exigence très élevé. On fait parfois des comparaisons un peu hâtives en disant mais est-ce qu'on n'a pas un risque comme Fukushima? Non, parce qu'on n'est évidemment pas dans la même situation, on n'est pas le Japon. Sur les centrales de Flamanville, de Palluel ou de Penly en Normandie, il n'y a pas de risque sismique, donc on n'est pas dans la même situation. Mais évidemment, l'exigence de sécurité doit être très haute, et il y a en effet la question du retraitement. Le retraitement, c'est une filière économique en tant que telle très importante. On est leader. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter le site de la Hague. Nous gérons les combustibles irradiés, non seulement de nos propres centrales, ça c'est une évidence, mais aussi de beaucoup d'autres pays. Donc c'est une vraie filière économique. La question que vous posez, c'est la question du stockage final des déchets. Alors on a trouvé une solution qui est sans doute très imparfaite, qui est à Bure, hein, de mémoire, où on les stocke à très grande profondeur. On sait que la durée de vie et la durée de vie d'irradiation reste considérable. Et donc ce système, il est imparfait. J'évoquais tout à l'heure la question de la maîtrise peut-être un jour, de l'amélioration de la technologie nucléaire, avec en perspective peut-être un jour la maîtrise de la fusion nucléaire. Si on y parvenait, on réglerait l'essentiel de cette question des déchets. Voilà. Oui. Donc, est-ce que je peux oui, pardon, je vous en prie. Mais pour vous aider sur ce terrain-là, puisque il y a des techniques nouvelles, et parmi ces techniques nouvelles, il y a la perspective de la transmutation. Et je dis ça parce que ça pourrait être un effort européen. Pour l'instant, il n'y a qu'un pays qui s'est lancé là-dedans, c'est la Belgique, curieusement, qui ne veut pas de nucléaire, mais qui continue en se disant moi j'ai des déchets, donc qu'est-ce que j'en fais? Et la transmutation aurait l'intérêt de réduire à 3 siècles la durée de vie des déchets radiotoxiques en béton. Donc 3 siècles, pour un ingénieur, c'est assez simple, quoi, hein. Il n'y a pas de problème pour garantir une construction en 3 siècles. Simplement, il faut le faire, voilà, c'est tout. Donc vous avez raison, les techniques nucléaires doivent pouvoir s'améliorer. Donc simplement, il faut y travailler, bien entendu.
Ah non, je crois qu'il faut éviter de s'engager là-dedans, parce que si on baisse les impôts, c'est pas pour augmenter les impôts. Enfin, si on baisse les taxes, c'est pas pour augmenter derrière les impôts. Je pense qu'on est à un niveau de fiscalité en France qui est déjà beaucoup trop élevé. On est à 47% du PIB, ce qui fait de nous un des pays les plus imposés au monde. Le plus imposé, l'OCDE, je crois, ou peut-être juste derrière la Suède, de mémoire. Donc évidemment, moi je crois que cet excès de fiscalité obère la compétitivité de nos entreprises et altère le pouvoir d'achat des Français. Donc il faut baisser d'une manière générale la fiscalité. Alors après, la question qui est derrière, que vous posez très pertinemment, c'est mais alors comment on fait? C'est-à-dire qu'il faut faire derrière des économies. Voilà, bon. Nous, on a fait un certain nombre de propositions. Quand vous voyez que la fraude sociale, ça représente entre 40 et 50 milliards, que la politique d'immigration coûte des milliards d'euros, que notre contribution nette au budget de l'Union européenne, c'est 10 milliards par an, on a des domaines où on pourrait faire des économies. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a à la fois besoin de plus d'État dans un certain nombre de secteurs, l'hôpital qui est en tension, la police et la justice et les fonctions régaliennes qui peinent à être assurées, là aussi faute de moyens matériels ou humains. Et puis il y a des domaines où on est encore dans une situation de gabegie. La politique de la ville, on déverse des milliards et des milliards chaque année en pure perte, ou quasiment en pure perte. On voit qu'on a un modèle dans l'éducation nationale qui est en échec aussi. Et bon, on a beaucoup de domaines où on pourrait faire des économies. Et puis je crois par-dessus tout que si on veut retrouver des marges de manœuvre budgétaires, il faut être capable de relancer la croissance économique de la France. C'est ça qui générera des recettes fiscales qui seront relativement indolores pour nos compatriotes et qui nous permettra justement de faire ce genre de choix. C'est-à-dire qu'on paye aujourd'hui aussi au prix fort une situation où on a un chômage de masse, dont le coût pour les comptes publics est exorbitant, bien sûr, et où on a finalement notre tissu économique dans son ensemble qui se trouve fragilisé notamment par la concurrence déloyale. Donc notre modèle, ça nous éloigne un peu des questions d'énergie, mais c'est à la fois baisser la fiscalité, les charges, les contraintes qui pèsent sur nos acteurs économiques pour les rendre compétitifs et être capable de protéger notre marché, ce que font tous les grands ensembles. La Chine, l'Inde, les États-Unis, le Japon sont capables de protéger leur marché. Nous n'avons plus de protection au niveau national, ça c'est le choix du marché commun. Nous n'entendons pas revenir sur ce choix, il faut simplement atténuer les effets de la concurrence déloyale intracommunautaire, mais il faut surtout être capable enfin de protéger notre marché à l'échelle continentale. Est-ce que l'électrification de la France après la Seconde Guerre mondiale n'a pas été largement financée par la perspective des ventes futures d'électricité via la Caisse nationale de l'énergie? Tout à fait. Alors, bon, d'abord sur l'indépendance énergétique, je crois qu'on y a largement répondu. Hein. Notre réponse principale aujourd'hui, c'est le nucléaire, d'une part, un mix énergétique sans éolienne, d'autre part, et enfin une amélioration de la performance énergétique des bâtiments et une transition du parc automobile pour diminuer de manière globale nos consommations d'énergie. Voilà, sans altérer notre activité économique. Ça, c'est notre modèle. Il est évident que plus on a une production électrique foisonnante et qu'on est autosuffisant et capable d'exporter, plus on se met à l'abri des difficultés que vous évoquez, notamment des diminutions de production qui peuvent avoir lieu ailleurs en Europe. Voilà, ça nous place en position de force. En relation avec les pays tiers, une fois qu'on est dans l'idée de produire de l'électricité décarbonée pas chère chez nous, sur le reste de l'énergie qu'on n'est pas capable de produire chez nous, ou les éléments pour lesquels on est dépendant de pays tiers, eh bien, il faut être capable de sécuriser ces approvisionnements par des partenariats extrêmement solides. Et donc, aujourd'hui, ça existe en partie, mais il y a une vraie fragilisation de la relation avec la Russie, ça c'est certain. Je veux dire, pour approvisionner de l'uranium au Niger, aujourd'hui, on a des filières qui sont stables et des partenariats qui sont anciens et bien installés. Et il faut évidemment avoir cette préoccupation permanente parce que c'est quand même une vraie dépendance. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, et Brice Lalonde l'a fait mieux que moi, la question de la dépendance notamment pour les batteries. Si on peut se défaire progressivement
de la dépendance pour la production de batteries à l'égard de pays tiers, c'est quand même une excellente chose parce que on est sur ce modèle des voitures à batterie électrique qui va sans doute s'imposer et durer au moins quelques temps. Par ailleurs, sur le gaz, puisque la Russie c'est essentiellement le sujet du gaz, et peut-être aussi du pétrole, mais principalement le gaz pour ce qui nous concerne, eh bien là aussi, je pense qu'il faut plutôt saluer le pragmatisme allemand, difficilement soupçonnable d'un excès de bienveillance à l'égard de la Russie d'ailleurs, hein, plutôt que de s'enfermer dans un schéma très dogmatique. Vous savez, moi, ce qui me heurte, c'est pas que la Russie défende ses intérêts, parce qu'elle fait ce que font tous les pays dans le monde, c'est qu'on ne soit pas capable de défendre les nôtres. Et quand on s'est engagé dans la spirale des sanctions contre la Russie en 2014, on l'a fait sous la pression, ou je dirais presque sous la tutelle américaine, dans le même temps. On a eu les conséquences de plein fouet de ces sanctions. On fait des sanctions économiques contre la Russie. Elle fait en riposte un embargo sur nos produits, notamment agricoles, qui a lourdement pénalisé notre agriculture. C'est pas anecdotique. Et bien dans le même temps, les Américains, qui étaient des instigateurs en quelque sorte de ces sanctions, eh bien ils ont augmenté leur volume commercial avec la Russie. Donc on voit bien que chacun défend ses intérêts, sauf nous. Et donc notre intérêt stratégique, c'est d'être plein de lucidité sur la Russie, de ne pas faire preuve de candeur et de savoir aussi qu'il peut y avoir des offensives dans différents domaines. Je ne parle pas militaire, hein, je pense que c'est un peu une vue de l'esprit, mais principalement en matière économique, commerciale, bien sûr, de la part de la Russie, mais à nous d'être capables de défendre nos intérêts. Et plus on fait la guerre à la Russie, plus on la met dans les bras de la Chine. Est-ce que c'est notre intérêt stratégique? Je ne le crois pas. Donc essayons de restaurer une relation. On sera dans le rapport de force, mais comme on l'est avec les États-Unis. Et ça n'empêche pas, avec les États-Unis, d'avoir un lien très privilégié. C'est un allié militaire, diplomatique. Et pourtant, quand il s'agit de nous faire la guerre commerciale, ils ne viennent pas pour le faire. Moi, j'étais quand même frappé de voir toute la classe politique européenne, presque unanime, saluer l'élection de Joe Biden comme étant le retour du multilatéralisme, selon des formules un peu creuses que tout le monde utilise sans bien savoir ce qu'elles disent. Le plus violent coup commercial en matière industrielle qui nous a été porté depuis des décennies par les États-Unis, c'est Joe Biden sur l'affaire du contrat des sous-marins australiens. Voilà, donc je pense, et Trump, qui a sans doute un certain nombre de défauts, et qu'on peut très bien critiquer, bien sûr, bah, on peut dire qu'il ne nous a pas sa politique assez isolationniste, couplée à une volonté plutôt de protéger le marché américain, eh bien, ça ne nous a pas fait de tort. Lui, il a été capable, sur l'aluminium et l'acier, de faire du protectionnisme. Ça visait la Chine, d'ailleurs. Hein. Nous, on était un dégât collatéral dans cette affaire. Alors, aussitôt, on s'est offusqué de ce petit relan de protectionnisme uniquement parce que c'était Trump qui le faisait, mais en réalité, tout le monde le fait partout et on serait bien inspiré d'être capable d'en faire autant pour protéger et structurer un certain nombre de nos filières. Voilà, donc je pense que sur la Russie, voilà, parce qu'on est sur la péninsule européenne, on est le bout, finalement, du continent asiatique, on a une situation de fait qui nous place en situation de devoir être partenaire avec la Russie. Voilà. Et le lien privilégié avec la Russie, qui a toujours été la position de force des pays européens, doit être préservé parce que dans la compétition mondiale, le conflit avec la Russie, ça sert les intérêts américains et ça sert les intérêts chinois. Et nous, évidemment, on en est les grandes victimes. Je crois qu'il ne faut pas forcément inciter les acteurs asiatiques à prendre des positions stratégiques sur le continent européen en permanence, même si on peut se réjouir qu'un certain nombre d'investissements se fassent sur nos territoires. Bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure assez longuement, le problème des batteries, c'est la dépendance pour les matières premières à l'égard des pays tiers, en particulier le lithium. Avoir un géant européen de la batterie, c'est évidemment une bonne chose. Être capable, dans la batterie de demain, de s'affranchir de ces dépendances à l'égard de pays tiers, ça doit être évidemment un objectif stratégique premier. Voilà, c'est peut-être pas pour immédiatement, mais il y a des perspectives technologiques très intéressantes. Donc ça nécessite, on voit bien que derrière tout ça, à chaque fois qu'on veut structurer des filières, il faut être capable de faire deux choses, de mettre suffisamment de l'argent dans la R&D, ça c'est sûr, et derrière d'avoir la volonté de réindustrialisation. Et donc ça nous renvoie au débat plus général de comment on fait pour réindustrialiser et comment on fait donc pour être capable de protéger notre marché. Mais on ne fera pas le géant de la batterie et la batterie de demain si on n'est pas capable à la fois de faire les investissements en amont qui sont, je crois, en partie faits aujourd'hui, en partie programmés, mais en partie seulement,
et si on n'est pas capable ensuite de structurer des vraies filières, et de protéger nos brevets, et de faire en sorte qu'ensuite on n'est pas derrière notre modèle qui est immédiatement imité, copié, fabriqué à moindre coût et à moindre qualité à l'autre bout du monde, et ensuite, comment dire, exporté vers le marché européen avec aucun droit de douane et aucune protection. En réalité, le Green Deal, c'est un slogan. Il ne faut pas se mentir, on peut toujours faire de l'habillage, tout repeindre en vert pour se donner bonne conscience. Moi, j'aime pas trop ça, parce que derrière, il y a des réalités économiques et il y a parfois même des souffrances. Voilà, et je disais tout à l'heure, on impose des sacrifices, c'est pas les technocrates à Bruxelles, c'est pas les commissaires européens à 25 000 € par mois qui font les sacrifices derrière. Hein. Donc il faut quand même avoir conscience quand on a des responsabilités de puissance publique, on doit avoir conscience de ceux qui nous ont confié ces mandats et être capable de les défendre et de les protéger, notamment les plus fragiles. Donc c'est très bien hein, de vouloir faire le Green Deal en verdissant notre économie, avec un objectif de décarbonation, très bien, bien sûr. Mais à chaque fois qu'on impose des coûts supplémentaires à nos entreprises, on a le risque de les rendre moins compétitives. Et si on altère leur compétitivité, il faut être capable de protéger notre marché. Je reviens toujours à la même réflexion. Et surtout, il faut être capable d'imposer un modèle, un modèle écologique viable économiquement. C'est-à-dire éviter de s'engager dans des voies dont on sait qu'elles ne sont pas viables uniquement pour se donner bonne conscience. Voilà. Et à ce moment-là, à la clé, on aura des filières entières qui, pénalisées par des normes beaucoup trop lourdes, eh bien, disparaîtront purement et simplement. Et donc ne respecteront pas ces normes environnementales très exigeantes, puisque le tissu économique correspondant aura disparu. Voilà. Donc il faut, je pense que dans ce domaine, le mieux est l'ennemi du bien, et que l'annonce de la Commission européenne de ce fameux Green Deal, en réalité, pour l'instant, on n'en voit pas bien la couleur. Enfin, on voit que la couleur est verte, mais on n'en voit pas bien la traduction en politique opérationnelle. Et si c'est simplement se donner bonne conscience avec quelques normes qui soit ne seront pas appliquées, soit seront appliquées au détriment de l'économie, eh bien, il faut, je pense, pas trop s'engager dans cette voie-là. Comme c'est notre première entretien, si je puis dire, de campagne présidentielle, moi aussi, on ne sait pas très bien comment à la fois défendre les propositions d'équilibre des énergies et entendre celles du représentant de Marine Le Pen. Donc c'est compliqué. Pour moi, c'était compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc je comprends de ce que vous dites l'exigence de lier l'économie et l'écologie. Je pense que beaucoup de gens sont entièrement d'accord avec ça. Je note l'insistance notée sur la souveraineté, enfin l'indépendance, la souveraineté, comment vous l'appelez. Je note votre souci de protéger les plus faibles, hein, donc tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes, donc nous avons bien noté. Alors vous êtes contre l'idéologie, disons, quand elle est excessive d'un certain nombre de mes copains écologistes, ou de mes anciens copains écologistes. Bon, peut-être que vous, votre anti-éolien est peut-être un peu idéologique aussi, excusez-moi de le dire, comme ça apparaît comme ça, mais enfin, en tous les cas, bon... On voit bien que ce ne sera pas si simple que ça, parce qu'on a parlé par exemple de la dépendance aux batteries ou au gaz de Qatar ou au pétrole de l'Arabie Saoudite. On n'a pas parlé des logiciels et du numérique qui va jouer un rôle extrêmement important, notamment dans la politique énergétique, et beaucoup du savoir-faire provient aussi de la Californie, disons. Donc il faut peut-être qu'on fasse aussi des efforts de ce côté-là. En tous les cas, grand merci d'avoir planché avec nous. Nous voudrions vraiment vous persuader. Tout à l'heure, on a parlé de l'anxiété climatique. Beaucoup de nos jeunes sont inquiets de l'avenir. Et les perspectives tracées par les scientifiques des conséquences du réchauffement, tout d'un coup la végétation qui flambe, etc., un peu partout, tout ça, ça nous fait très peur. Et donc c'est vrai que nous voudrions que tous les partis politiques et tous les candidats à la présidentielle soient bien pénétrés de cet enjeu, de cette difficulté. Et pendant que nous, en vous écoutant, nous comprenons qu'il faut évidemment tenir compte de tout le reste, qui est aussi très important. Donc grand merci.
Je ne peux pas dire bon courage à tous les candidats, j'ai mes propres idées là-dessus, mais en tous les cas, merci beaucoup d'être venu et bon courage pour la suite, parce que vous êtes quand même au cœur du réacteur en Europe. Hein. Merci infiniment, merci de vos propos de conclusion, merci de votre invitation. Voilà, c'est un échange très appréciable qu'on pourra prolonger sous différentes formes, bien sûr, et le sujet est suffisamment vaste pour qu'il fasse l'objet de nombreux autres débats et je l'espère, voilà, de décisions politiques les plus pertinentes possibles pour tendre vers ce double objectif à la fois de préservation de la nature et de prospérité économique.